Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire, hors série spéciale Criterion. Aujourd'hui, on s'attaque au film numéro 63 de la collection Carnival of Souls. Mais avant tout, je dis bonjour à Jade. Comment ça va, Jade? Certain. Ça va bien. Écoute, il fait fret ces temps-ci. Peut-être pas quand vous allez nous écouter. On est au plein creux de l'hiver, janvier, c'est pas le fun. Jamais le fun. Puis c'est ça. Il fait fret, mais au moins il fait soleil. Fait que tu sais, faut que tu le vois comme tu veux. C'est mais un ça ou va. Voilà. Mais ça va de même. C'est ça. Tant mieux, crème, hein? Rien pour réchauffer notre cœur que ce Carnival of Souls qui nous donne des frissons. Donc, déjà numéro 63, donc c'est un film en plus de 1962. Hein? C'est presque arrangé avec le gars des vues qui aurait pu. Non, mais tu sais, des fois, ça peut être concept. Là. Je pense que le numéro 666, c'est quelque chose de spécial dans la collection. Là. C'est un des. En tout cas, c'est un film d'horreur. Je sais plus trop c'est quel. Ça a du sens, là, mais tu sais. Ça aurait pu. Il aurait pu mettre Spinal Tap, le numéro 11. Le numéro 11, je sais, ça, c'est un acte manqué. Ça, je suis quand même triste. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est ça, un film 1962 de Herc Harvey, un réalisateur qu'on connaît pas beaucoup, avec raison, parce qu'il a seulement fait un film de fiction, et c'est celui-là. Donc, un en un dans la collection, c'est quand même pas rien. Donc, Carnival of Souls, 78 minutes, noir et blanc, format très carré, 1.37.1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rappelé les specs d'un film, mais on a G en main, hein, la petite, on l'entend pas. On l'entend pas du tout. On l'entend pas du tout. Ça veut dire que c'est du bon produit, mais on l'a ici en studio, hein, peut-être. Voilà. C'est ça. Donc. Carnival of Souls, c'est un film. Je suis pas prêt à dire que c'est un film d'horreur, là, même si peut-être qu'à l'époque ça faisait peur. Je pense que oui. Je pense qu'on peut dire. Je sais pas comment Criterion le tag, probablement horreur, mystery ou quelque chose comme ça. Probablement. Mais je pense qu'on peut dire que oui. C'est juste qu'aujourd'hui, ça atteint pas nécessairement les effets recherchés dans le temps parce qu'on a vu beaucoup de choses, on est plus averti comme public aussi. Mais si je me replace dans le contexte des années 60, oui, c'est un film d'horreur. Ouais. Là, Mais c'est pas, tu sais, même à l'époque aussi, il y en avait des films d'horreur qui faisaient des jump scares ou des trucs comme ça. Il y en a un petit peu là-dedans quand même. Là, on voit des spectres apparaître en auto, puis c'est toujours la même face du même gars, dans le fond, qui est d'ailleurs le réalisateur, qui apparaît à plein de moments. Il apparaît, mais c'est pas des jump scares. Non, mais c'est elle, là, elle capote un peu, elle a peur. C'est normal. Puis, oui, mais non. C'est pas des jump scares. Jump scares, c'est stagé avec le gars des vues de comme on va mettre de la grosse musique là, puis il y a un gros reveal. On va cacher le plan dans la caméra, puis se tourner. Il n'y a pas ça ici. On est plus dans une espèce de thriller psychologique, là. Je sais pas comment le dire, mais film d'horreur psychologique. Je l'appellerais film d'horreur quand même, là. Faut pas y enlever ça. Donc, réalisé par Herc Harvey, écrit par John Clifford. Les deux sont des acolytes de longue date. On va vous expliquer un peu, là, vous parler un peu de leur parcours respectif. La musique, la très bonne musique est de Gene Moore, une musique entièrement composée à l'orgue. Ça ajoute un peu à l'espèce de gloomy qui règne, un spooky peut-être, là, qui règne un peu partout autour du film. La distribution, mais c'est tous et toutes des acteurs pas professionnels, mais qui n'ont pas joué dans grand-chose. Donc, Candace Illegos qui joue Mary Henry, Frances Feist qui joue Mrs. Thomas, donc une tenancière. On va vous... pas une tenancière, ça a rapport avec un bar. Elle est propriétaire d'une chambre, de maison de chambre, en fait. C'est ça. Sidney Berger pour John Lyndon qui joue le voisin. Art Ellison qui joue le prêtre ou le ministre, qu'on l'appelle dans le film. Stan Levitt qui joue le docteur et Herc Harvey, tu l'as mentionné, là, qui joue The Man, tout simplement, donc qui joue cette apparition spectrale-là. Comment c'est une apparition spectrale? On va parler un peu du film, on va dire un peu, on va le résumer en quelques mots. Je sais pas si tu veux y aller, sinon j'y vais. Je l'ai vu à plusieurs reprises aussi. Oui, mais non, je peux y aller. En fait, on commence avec une scène où des jeunes bandits veulent faire une course, là, une race en char. Puis il y a une gang de gars, une gang de filles dans l'autre auto. Puis finalement, ils passent sur un pont, là, pour vrai, à peu près gros comme celui... c'est quoi la ville
proche d'ici, là. La sortie 85. Richemont, mais oui, ça, c'est pas tout le monde qui nous écoute de Sherbrooke, ça veut rien dire. Mais... à peu près gros de même, là, un minuscule pont, puis l'auto des filles tombe dans l'eau, dans le fond. Puis là, il y a quand même un bon moment qui passe, puis il y a une des 3 filles qui sort de l'eau. Les 2 autres, on présume qu'elles sont mortes. Puis cette fille-là est un peu déboussolée, décide de refaire sa vie, de partir à Salt Lake City. Puis elle a eu une job d'organiste là-bas. Elle joue de l'orgue, donc elle a eu cette job-là. Fait qu'elle part, puis là, elle rencontre Miss Feist qui lui propose une chambre. Il y a son voisin, Lyndon, là, qui la crouse tout le temps, à chaque occasion qu'il y a. Puis à travers cette nouvelle job-là, il y a à chaque fois, dans le fond, plusieurs fois par jour, elle voit là, justement des images de Man là, qui lui fait peur, qui est un peu un zombie, dans le fond, puis elle comprend pas trop. Ouais, puis ouais. elle est aussi super attirée envers un vieux building désaffecté, dans le fond, qui est le carnaval, évidemment, qui c'est ça, dans le fond, qui l'attire, elle comprend pas trop pourquoi, fait qu'elle cherche un peu ça, puis elle va faire des découvertes surprenante pour le moins. Ouais. Fait que, on n'aura pas le choix vraiment de spoiler un peu le film, là. On s'excuse un peu à l'avance parce que je pense que la richesse du film vient un peu dans son dévoilement final, puis la conversation qu'on va avoir va tourner un petit peu autour de ça. Sûr. Donc, si vous l'avez pas vu, arrêtez maintenant d'écouter. Mais on n'est pas obligé de dire exactement. Un peu, parce que sinon on va juste tourner autour du pot puis ça va être poche. Là. C'est pas vraiment ça. Mais donc voilà, vous aurez été avertis. Cessez maintenant d'écouter si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais essentiellement, donc c'est ça. Mary, en fait, c'est qu'elle se retrouve un peu entre la vie et la mort après cet accident-là. Elle est pas trop sûre. En fait, on le sait pas jusqu'à la fin où là on comprend qu'elle est morte. Mais c'est pas vrai qu'on le sait pas jusqu'à la fin. Non, mais on a des indices. On a des moments quand même, mais on le sait pas officiellement. Bon, d'accord. C'est ça. Fait qu'on sait pas avant la fin si elle est morte ou si elle est vivante. Mais donc c'est ça. Puis on joue toujours un peu dans cette nuance-là. On comprend pas trop ce que les autres font là, les spectres ou les ghouls ou je sais pas comment on les appelle. Zombies, les ouais, mais c'est pas des zombies. Vivants, les apparitions. Voilà. Donc voilà, puis il y a toujours cet attrait irrésistible envers le Saltair Pavilion, en fait, là, qui est un vrai endroit. Puis on va pouvoir en parler un petit peu de la production du film parce que ça fait beaucoup partie de ça. Mais donc qui est situé à Salt Lake City, tu l'as mentionné, là, mais qui est un vrai endroit qui aujourd'hui, on peut plus ou moins visiter, du moins dans l'état qui était en 1962. Parlons un peu, parlons-en un petit peu là. C'est pas nécessairement une anomalie dans la collection Criterion, je crois, mais c'est probablement notre premier film de ce genre-là, tant horreur que film de série B. On va l'appeler comme ça, mais tu sais, il a pas l'air d'un film de série B nécessairement. Ouais. Mais quand tu regardes évidemment la production, quand tu regardes combien peu de gens ont travaillé dessus, c'était tout pas des gens qui évoluent dans le milieu hollywoodien du cinéma. Ça a été fait avec un budget, là, tu sais, je pense que ça a coûté 30 quelques mille, mais ça a coûté à peu près 13 000 faire le film, puis le reste faire 13 ou 17 000, je pense, puis le reste, c'est ça, c'était pour essayer de le distribuer. Donc, c'est un film vraiment de série B. Là. À l'époque, c'était pas beaucoup faire 30 000 pour un film. Aujourd'hui, c'est pratiquement inconcevable. Là. Un long métrage, là, du moins. Tu sais, il est pas super long, là, 1h18 minutes, mais quand même, c'est dépasser 1 heure, c'est un long métrage. Donc, l'idée, en fait, du film vient de Herc Harvey qui justement, je crois qu'il conduisait de la Californie jusqu'au Kansas. Il est arrivé à Salt Lake City, puis il a vu Saltair, puis ça l'a inspiré de vouloir faire un film là, dans le fond. Puis je sais pas s'il y avait l'idée de base avant de demander au writer de faire quelque chose, mais ça l'attirait, le Saltair, puis c'est parti du bâtiment, dans le fond. Ouais. On vous invite à aller regarder des images, peut-être soit du film ou du Saltair Pavilion. Là, c'est une espèce de bâtiment gothique, baroque. En tout cas, tu sais, une inspiration russe, peut-être, là. Ça rappelle un peu le Kremlin, là. C'est ça. Tu sais, c'est un peu... C'est vraiment très weird, là, comme bâtiment. Là. J'ai pas le goût... Tu sais, c'est l'image par excellence, je pense, là, de l'espèce de parc d'attractions désaffecté, là, tu sais, des films de Stephen King ou, tu sais, de ben des films d'horreur, là. Mais ça, c'est un vrai lieu. C'est ça qui fait le plus peur, je crois. Donc...
À l'époque aussi du tournage, il était désaffecté. Donc, il y a toute une histoire là, qui entoure ce pavilion-là. Elle est présentée aussi beaucoup à travers les bonus de la présente édition. Mais tu sais, juste pour faire une petite histoire vite, là, c'est une espèce de centre de parc d'attractions qui a été construit par l'église mormon. On sait qu'à Salt Lake City, c'est le siège social, disons, des Mormons. Et puis, qui ont construit ça. C'était sur le Great Salt Lake, là, en fait. Par contre, il y a eu plusieurs problèmes avec le temps. Je pense que ça s'est construit fin des années 1890. En 1925, il est passé au feu. En 1950, qui est passé au feu aussi. Il y a eu une sécheresse, fait que le lac a rétréci passablement, ce qui faisait que un des attraits, c'était de se baigner juste en dessous, en fait, là, du pavilion. Ben là, on peut plus le faire, c'est juste de la boue, essentiellement. Bon, là, on arrive en 1962, ça fait 3 ans que le site est désaffecté. Depuis, il a passé au feu, encore une fois. Il n'a pas été inondé aussi. Mais c'est ça, le lac est revenu aussi sur les lieux du crime, on va se le dire. À chaque fois qu'ils l'ont reconstruit, ils l'ont fait plus petit qu'il était avant. Le premier était super beau, puis pour vrai, celui dans le film, il est quand même bien aussi, mais si on regarde sur Wiki là, des photos récentes du pavillon, pour vrai, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Là, ça a plus le même charme que ça a déjà eu. Là. C'est minuscule à comparer de ce que ça a déjà été. Là. Exactement. Puis c'est très spooky comme endroit, là, on va se le dire. Je sais pas si je serais allé là. Le jour, oui, la nuit, je sais pas. Mais c'est probablement... tu sais, il y a des films souvent qui se basent juste sur une idée ou un acteur ou un concept ou un objet même. Mais ça, c'est un film qui se base vraiment juste sur un lieu. Tu sais, que c'est le lieu qui fait le film. C'est un endroit qu'on n'a jamais vu ailleurs dans le cinéma, puis depuis même. Là, je pense pas qu'il y a d'autres films qui ont tourné là. Fait que juste pour ça, je pense que c'est un très beau leg que ce Carnival of Souls-là. Mais il y a évidemment un petit peu plus. Il y a une certaine forme de réflexion aussi qui se retrouve là-dedans, puis ça s'inscrit évidemment dans le genre d'horreur, là, pas d'exploitation, mais de films de série B, là, de films de ciné-parc, là, des double features. Avant d'entrer peut-être dans les autres sujets, peut-être qu'on pourrait parler un peu de nos impressions du film. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Carnival of Souls? Écoute, c'est un film que on dirait la bande-annonce, le poster qu'il y a à l'intérieur, tout ça, le Herc Harvey en domaine, là, il fait peur, pour vrai. Puis, tu sais, tu me l'avais montré quand on regardait, tu m'as sorti le poster là, qui est juste sa grosse face maquillée là, qui fait peur, puis tout ça, en me disant qu'on pourrait l'accrocher dans notre salon, ce à quoi j'ai refusé. Mais, tu sais, c'est un film qui, c'est Yannick qui le disait, on le regardait avec notre coloc, puis Yannick disait que ça ressemblait pas mal à un Twilight Zone, puis je suis vraiment d'accord avec ça, puis c'est un film, je pense qu'il faut prendre comme un Twilight Zone, tu sais, c'est ça, on sait pas trop ce qui se passe, c'est vraiment étrange, il y a des petites affaires qui fitent pas, puis tout ça, puis à la fin, on a juste un punch. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Twilight Zone, mais vu que c'est... Ben, en tout cas, il y a eu des remakes, des affaires de même, peut-être juste parler, c'est quoi Twilight Zone? Oui, ben Twilight Zone, mon Dieu, comment je décrirais ça? C'est une série... Comment tu en appelles ça? Anthologique, c'est ça, des anthologies? C'est que chaque épisode est une histoire différente avec des personnages différents puis un cast différent. Un peu, mettons, ben tu sais, c'est pas exactement ça, mais je pense que Motel Bates c'en est un. Je pense que Black Mirror c'en est. Ben, Black Mirror c'en serait. American Horror Story, tu sais, c'est chaque saison. Chaque saison, mais c'est le même cast qui revient. C'est un peu bizarre. Ça. Mais Twilight Zone, tu sais, c'est toujours des épisodes d'une demi-heure, dans le fond, dans les années fin 50, début 60. Il y a eu d'autres séries d'épisodes après, mais qui présentaient juste des faits étranges, dans le fond, qui arrivent aux gens, puis on comprend pas trop. Il y a un gars qui est tout seul dans une ville, puis il sait pas trop pourquoi, puis finalement, tu te rends compte qu'il est en train de faire un test pour aller sur la Lune, fait qu'ils l'ont mis dans une capsule pendant 2 jours. C'est des histoires qui mélangent un peu la science-fiction, la fantasy, horreur, l'horreur. C'est sci-fi, là. C'est ça. C'est à peu près ça. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, il y avait un épisode qui s'appelle The Hitchhiker, qui est essentiellement la même histoire là, que Carnival of Souls. Donc, je suis pas d'accord pour dire ça. C'est une influence. C'est totalement le même concept. Là. Ben, pas totalement, mais ça s'inscrit aussi dans quelque chose qui, à l'époque, était quand même connu, parce qu'il y avait des films ou des courts-métrages ou des épisodes comme The Hitchhiker qui avaient été faits. Mais c'est le genre de film que je sais pas comment le dire, mais
It Was Dead All Along. Là, le Sixth Sense de M. Night Shyamalan, c'est ça. Il y en a eu d'autres, là, je me souviens plus exactement quel autre film que c'est ça, mais tu sais que le personnage, mais mettons, ben là je veux pas spoiler non plus la finale de Lost, là, mais mais c'est un peu ça, c'est un peu ça pareil aussi. Un peu trop tard. C'est un peu ça pareil, fait que tu sais, mais The Hitchhiker, en fait, on l'a écouté pour le bienfait de notre analyse. The Hitchhiker, en fait, c'est ça, c'est toujours cette idée du purgatoire que c'est ça, la personne est là dans cet entre-deux entre la vie et la mort, puis là dans l'épisode de Twilight Zone, c'est qu'elle croise toujours la même personne qui fait du pouce sur la route, puis là elle essaie de s'en sauver pour finalement se rendre compte que c'est, ben je sais pas c'est qui au final cet homme-là, mais on le décrit pas. Je pense que c'est quasiment comme Joe Black, là. C'est comme la mort qui l'attend, ou tu sais comme... C'est ça, à peu près ça. C'est ça. Puis c'est un peu le même principe pour Carnival of Souls, mais c'est qu'il y a pas cette histoire là de, tu sais, il y a tout quand même le pavillon puis les spectres puis ces trucs là, oui, mais je veux dire, The Man prend la place du Hitchhiker, dans le sens qu'elle le voit tout le temps, puis elle le suit pas, puis là-dedans il fait peur, dans Twilight Zone il fait pas nécessairement non, il fait pas peur du tout, mais tu sais c'est la même histoire là, c'est le même principe, c'est le même concept, mais oui, c'est le même concept. On va s'entendre là-dessus. Fait que Yannick disait que ça ressemblait à un Twilight Zone, je suis quand même vraiment d'accord. Dans l'esthétique aussi, c'est noir et blanc, la façon c'est filmé, mais c'est parce que c'est très mystérieux, tu sais, parce que pendant tout le film on se pose un peu de questions, on comprend pas trop aussi l'acting des gens autour du personnage principal est pas top tout le temps. Puis on se dit, OK, ben il existe-tu vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est voulu, l'espèce d'aspect d'étrangeté de ces conversations-là qui ont aucun sens avec personne? Tu sais, que tout le monde est vraiment bizarre autour d'elle. Il y a des moments dans le film où elle disparaît, dans le fond. Puis là, elle rentre comme dans une autre dimension, de Twilight Zone. La quatrième. Non, mais c'est ça. Puis là, elle est plus capable de se faire entendre. Elle entend plus les gens. Elle entend plus rien. En fait, les gens la voient plus, tu sais, puis là, c'est comme c'est ça, elle existe plus. En fait, ça arrive quelques fois je pense. Puis... tu sais, c'est ça, on se pose un peu de questions. Au début, on comprend pas trop. Tu sais, elle sort de l'eau, on sait pas ça fait combien de temps qu'on est là, il y a plus personne qui regarde ça. Puis là, tu te dis, OK, mais elle réagit pas au fait que ses amies sont mortes à côté, tu sais, puis on l'avait adressé, ça aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, on se pose toujours comme un peu de questions. Évidemment, bon, c'est qui ce gars-là qui la suit partout, que personne voit, puis tout ça. Puis finalement, la fin du film nous donne un peu de réponse, pas toutes non plus, puis tu sais, on a eu des beaux débats à deux là-dessus, mais pour avoir, finalement, il n'y en a pas de réponse, il n'y a pas de piste, je pense que... Tout le monde a gagné. Mais je pense l'idée générale, c'est que, bon, elle était morte depuis le début, puis on est comme dans l'entre-deux, justement, les moments où elle devient invisible, elle est partie, puis là, elle revient, puis tout ça, fait que, tu sais, mais que ça se passe comme quasiment en une split second, là, tu sais, entre, justement, les deux états, vie et mort, mais on comprend pas vraiment, est-ce qu'elle rêve, est-ce que c'est son purgatoire, est-ce que c'est quelque chose, il y a plein d'éléments qui vont dans des sens, d'autres dans d'autres, fait que c'est chacun sa propre interprétation, je pense, parce que même tu disais le réalisateur avait pas nécessairement de réponse à cette question-là, fait que tu sais, faites-en ce que vous en voulez, l'important c'est qu'elle était morte depuis le début, le reste vous appartient, fait c'est ben tu sais, c'est un film qui est efficace, qui fait la job, mais qui est pas extraordinaire, il y a pas justement un gros jeu d'acteurs là-dedans, il n'y a pas des grandes situations, tu sais, c'est très simple, c'est sympathique aussi là, mais pour enchérir sur l'histoire aussi, tu sais, ou tu sais les questionnements qui nous passent pendant qu'on écoute le film, ben tu sais, c'est ça, c'est le genre de film que il te fait soulever beaucoup de questionnements sans nécessairement, sans te donner réponse, mais ça, il fait beaucoup plus soulever des questionnements que répondre à tes questions, là, tu sais, fait qu'il faut pas le voir trop loin non plus, là, essayer de le suranalyser non plus, parce que je pense pas que c'est un film qui a été pensé pour être suranalysé. Au final, les réalisateurs s'attendaient à ce que le film sorte dans les art house, là, Herc Harvey, dans les commentaires audio, il mentionne qu'il voulait un look à la Bergman puis un feel à la Cocteau, ce qui est à peu près ce qu'il a réussi à faire, mais quand le film est sorti, au final, c'est pas du tout ça que les distributeurs américains qui
qui était moins, tu sais, c'est quand même une denrée rare dans le cinéma américain que ce film-là. En Europe, ça se serait vu, un film comme ça, puis il serait sorti dans les films plus, les cinémas plus artistiques. Mais au cinéma, on l'a tout de suite catégorisé, aux États-Unis, on l'a tout de suite catégorisé comme un film de drive-in, là. Donc un double feature avec un autre film d'horreur un peu cheap. C'est quand même dommage parce que le film mérite pas ça. T'sais, on en parlait en venant enregistrer, puis il est beau, il est bien fait. Ça paraît que c'est des gens qui savent comment faire des films aussi. On pourra parler de leur carrière un peu plus, là. Mais c'est pas cheap, c'est pas quelque chose qui est malaisant. Il y a des personnages qui le sont, mais je pense que ça fit dans l'espèce d'étrangeté de qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, puis on se pose des questions. Fait que c'est plate de lui attribuer la mention comme c'est un film de merde, c'est un film de série B, puis il y a pas d'effort, puis ça, parce que c'est pas tant ça non plus. Non. Mais tu sais, c'est un peu pour ça, je pense que Criterion a voulu redorer son blason, mais tout ça, c'est accompagné aussi d'un mouvement en 1989 de restauration du film, puis de la sortie, puis de la projection dans des festivals de cinéma, ce qui a été fait. Puis ça a donné beaucoup d'attention à ce film-là, qui depuis, là, il s'était un peu instauré aux États-Unis comme un cult classique, là, donc un film qui passe beaucoup à la télévision, que les gens voient beaucoup, mais qui au final, il n'a pas fait une maudite scène parce que c'était au cinéparc, puis c'est tout. Fait que, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à s'intéresser à ce film-là. Puis c'est ça, en 1989, là, ils ont fait une réunion, ils l'ont sorti dans quelques festivals. Il y a Roger Ebert qui a fait une critique du film avec Siskel aussi, l'autre critique de Chicago. Puis dans leur émission, justement, ils ont débattu du film. Puis depuis, en fait, là, il est présenté où il devait être présenté, c'est-à-dire dans les salles de cinéma indépendantes, justement plus comme un art house movie que comme un film d'horreur de série B. Fait que ça a repris un peu de temps. Je suis pas prêt à dire que c'était avant-gardiste nécessairement, parce que Jean Cocteau le fait, Bergman, au final, quand je pense qu'il voulait dire, quand il parlait d'un esthétique à la Bergman, c'est quelque chose en noir et blanc qui look bien, là. Parce qu'ils sont beaux, les films de Bergman, c'est Seventh Seal, des trucs comme ça, c'est des beaux plans de caméra, c'est du noir et blanc travaillé plus que du noir et blanc parce qu'on n'a pas l'argent de faire de la couleur, là. Fait que en ce sens, puis ça, c'est toujours mystérieux aussi, là, un peu comme un film de Cocteau. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dedans. Tout est fait pas mal in camera, mais puis avec des plans un peu weird, puis de la musique un peu weird. Fait que ça paraît que c'est un film de série B, mais je suis à peu près sûr que les films de Bergman non plus, ça coûtait pas si cher que ça à faire, ou il n'y avait pas tant d'argent. Fait qu'en tout cas, moi, ce que j'en ai pensé, c'est ça, c'est que j'ai vraiment aimé ça. Effectivement, il faut le voir comme un long épisode de Twilight Zone. Il faut le voir comme un film qui a inspiré beaucoup plus d'autres créateurs que je sais pas comment. Ouais, un film qui a inspiré d'autres bons films plutôt que ça étant un bon film. Il est bon, le Carnival of Souls, mais il n'y a pas justement... On s'invente un peu une certaine profondeur scénaristique parce qu'on a le goût d'y voir quelque chose de plus, mais j'ai l'impression que c'est pas tant que ça le cas, en tout cas à la base. Ouais, on peut, comme la scène de la fin, là, mon Dieu, j'y pense encore, elle me hante, puis je suis pas prête à arrêter mes recherches d'analyse tant que ça, parce que si ton but c'est qu'elle soit morte depuis le début, faut que ça soit cohérent, puis ça. Mais on n'a pas trouvé cette réponse-là, justement, puis je l'aurai jamais. Mais la réalisatrice, Candace Elegos, elle a demandé au réalisateur pendant le tournage, est-ce qu'elle est morte? Est-ce que ça se passe vraiment ou est-ce que c'est un rêve? Puis le réalisateur, ne sachant pas trop la réponse, il a dit, dans ta tête, c'est vrai. Fait que c'est ça. Ça répond absolument pas. Puis c'est bien correct que ça réponde pas, parce qu'à un moment donné, puis les réalisateurs aussi se sont souvent, depuis justement le petit regain d'engouement envers le film, ils se sont beaucoup fait demander justement d'expliquer le film, d'expliquer comment tel plan ou telle affaire ils ont réussi à le faire, parce qu'évidemment il était très peu à travailler autour du film. Puis lui, il aimait pas ça, faire ça, parce qu'il trouve que ça enlève un peu de la magie du film. Même il y a des problèmes de post-synchro avec la voix, il y a comment t'appelles ça, donc t'enregistres de la voix. C'est ça, c'est de la post-synchro?
Ouais, mais en tout cas, il y a un terme, là, mais qui est pas ça. Mais en tout cas, je me souviens plus c'est quoi. Bon. Mais puis il s'est fait demander, tu sais, il y a les bruits de pas aussi à un moment donné. Tu disais, oui, ça fit pas. Ça fait Sean Connery, James Bond des mêmes années. Là, ouais. Juste parce qu'elle est en talons, c'est pas des talons aiguilles, là, mais elle est en talons hauts, puis le bruit, ça marche tellement pas. Puis c'est très insistant. Mais c'est que c'est pas. C'est insistant, mais c'est que c'est pas exactement où ça se passe dans l'action. Tu sais, il y a toujours un petit délai d'une demi-seconde. Je sais pas si c'est tant le délai plus ou le son en tant que tel qui me dérangeait un peu. Ouais. Juste parce que ça... C'est ça. On a l'impression qu'ils ont juste fait justement tapé des souliers à terre. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais on a l'impression qu'ils ont juste tapé des souliers, n'importe quel soulier à terre pendant 10 minutes sans penser au fait qu'elle marchait ou qu'elle marchait pas. Ou, puis c'est ça. C'est des scènes aussi où elle entend pas. Fait que dans le fond, on entend juste ça. Ouais. Puis ça prend de la place. Oh ouais, mais il s'est fait demander, tu sais, pas il s'est fait demander, mais il s'est dit, tu sais, si j'avais eu plus d'argent, mettons, puis je voudrais le refaire aujourd'hui, je le ferais pas, parce que je trouve que c'est une partie de son attrait qui soit un peu amateur riche, là. Puis je le comprends aussi. Je suis d'accord avec ça, pour vrai. Tu sais, ça aurait été meilleur qu'il soit mieux fait, c'est sûr, mais en même temps, ça y donne du charme quand même, là, les petits défauts. Puis ça aurait peut-être attiré un certain public que, tu sais, moi, habituellement, un film de série B, j'aime pas ça regarder ça parce que ça a l'air cheapette puis tout. Mais celui-là, il a pas l'air cheap. Puis une des raisons, puis c'est ce qui fait sa force, je crois, une des raisons qu'il a pas l'air cheap, c'est que c'est vraiment... Tu sais, c'est tourné sur des lieux. Tu sais, je veux dire, c'est con, là, mais tu sais, quand t'as pas à faire les décors, c'est sûr que ça peut pas avoir l'air cheap. Tu sais, des décors, ça peut facilement avoir l'air cheap si t'as pas l'argent à mettre dedans pour que ça ait l'air réaliste. Regardez des films porno ou n'importe quoi, tu sais, c'est cheap en maudit, là. J'ai écouté Boogie Nights il y a pas longtemps, c'est pour ça, mais comme... Non, mais tu sais, j'ai écouté Boogie Nights, tu sais, c'est des décors en carton, tu sais, c'est plein de trucs comme ça, puis c'est sûr que ça a l'air cheap, puis tu le vois tout de suite à l'écran. Tu sais, il y a aucun, même un film à grand budget, je sais pas, mais Ben Hur ou Spartacus ou n'importe quoi, aurait probablement pas été capable de penser un carnival comme celui qui est dans le film, parce que c'est un vrai carnival. Fait que tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Puis en plus, le réalisateur a réussi à créer des beaux plans de caméra, tu sais, qui sont pas nécessairement uniques, mais qui sont mémorables. Tu sais, il y a la scène justement où tous les morts vivants dansent dans ce pavillon-là. Il y a la scène où... pas mal toutes les scènes où on voit justement The Man popper en quelque part. Il y a une face très reconnaissable. Ça fait peur sans faire peur. C'est inquiétant. Je sais pas, mais c'est pas toujours des jump scares, des trucs comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on le voit, t'es comme ça a l'air legit. Là, honnêtement, ça a l'air d'être une production bien normale hollywoodienne. Ce qu'elle n'était pas, mais c'est ça, c'est qu'il y a des plans de caméra intéressants, il y a des beaux jeux d'ombre. Il y a vraiment ben du beau matériel qui fait qu'au final, ça n'a pas l'air d'un film de série B. Ça a l'air d'un film low budget, mais quand même hollywoodien. Mais là, on est loin d'Hollywood. On est au Kansas. C'est une compagnie du Kansas, qui produit tout le film. C'est des gens de la ville de Lawrence au Kansas qui donnent le financement là, pour que le film se fasse. Là. Fait qu'on est loin de la machine hollywoodienne. Puis c'est ça fait partie de son charme, effectivement, mais on le remarque pas trop. En tout cas, moi, je l'ai pas vraiment remarqué. C'est sûr, là, les chars, ils vont pas vite quand il y a une poursuite. C'est sûr, le char, il tombe pas mal au ralenti du pont. Mais ils l'ont fait pour de vrai. Il y a plein d'éléments qui font que, OK, tu le vois que c'est un film de série B, mais tout repasse ça. Ce que je fais pas souvent dans un film de série B, mais dans celui-là, ça m'a vraiment pas agacé parce que moi, je suis toujours en recherche de... Je veux le plan unique. Tu sais, je veux que... Tu sais, c'est quoi l'élément mémorable de ce film-là? Puis, dans Carnival of Souls, il y en a plus qu'un. Fait que déjà ça, c'est déjà un exploit en soi. Peut-être qu'on peut parler un peu là, de Herc Harvey puis de John Clifford, puis de leur du réalisateur et du scénariste. Oui, je sais. Ah oui, mais... C'est juste que je trouve pas qu'on a tant de choses à dire à part qu'ils ont travaillé pour la compagnie. Mais ouais. c'est ça. Puis je trouve que c'est pas la force, mais c'est, tu sais, dans les éditions Criterion, il y en a qui c'est des bonus du film. Il y en a des fois que c'est le bonus qui est plus centré sur le réalisateur, sur les acteurs, dépendamment de ce qui fait la marque de commerce. Puis là, je trouve que on nous amène à penser à un type de cinéma qu'on pense pas habituellement, c'est-à-dire le film éducatif. Parce que Herc Harvey, souvent, il se faisait demander aussi dans des entrevues
entrevue, pourquoi t'as jamais rien fait d'autre que Carnival of Souls? Puis là, lui, il était fâché, il était comme, ben, j'ai fait bien des affaires, ça fait 45 ans que je suis réalisateur, mais c'est des films éducatifs qu'on se fout un peu parce que, tu sais, on les voit pas ou, tu sais, c'est pas aussi haut dans notre estime. Même à certaines époques, la télévision, c'était pas très, très haut dans l'estime des gens. À cette heure, c'est ça, c'est rendu beau sur un CV de faire une série Netflix ou des affaires de même. Fait que, c'est ça. Puis les bonus de la collection Criterion, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre justement quelques-uns des films éducatifs que Herc Harvey a fait pour la compagnie qui s'appelle Centron Corporation, en fait. C'était une des 3 compagnies majeures de films éducatifs. Donc, quand on dit films éducatifs, c'est des films axés sur le développement des enfants, par exemple, des films qu'on passe dans les écoles, des films qu'on va passer dans des entreprises, tu sais, des trucs de sécurité. Il a fait un film de santé-sécurité avec la compagnie Cat, là, Caterpillar. Ouais. Dans un film de promotion de voyage. Exact, du Kansas, tu sais, de la Kansas Tourist Information, ou des affaires de même. Fait que, tu sais, ça, c'est tous des films que tu penses pas vraiment, ou tu sais, mettons, c'est con, mais je sais pas, là, tu t'en vas faire une activité, mettons, du bungee, puis là, pendant que tu t'attaches, ben, tu écoutes ta petite vidéo de... C'est drôle que tu dis ça, parce que je pensais justement au vélo volant quand on est allé. Mais c'est ça. Tu sais, et ça prend du monde pour faire ça. Puis, tu sais, lui, il a fait sa carrière là-dessus. Ça, au final, Carnival of Souls, c'est pas son seul film. Au final, c'est juste une expérience qu'il a tenté parmi sa carrière de réalisateur de films éducatifs, parce que ça, Carnival of Souls, il l'a fait sur 3 semaines. Il a pris des vacances pour faire ça, puis c'est ça, il s'est monté une équipe qui travaillait chez Centron de toute façon, puis il est allé faire le film en vacances, puis après ça, il est revenu, puis il a continué sa job normale. Fait que, tu sais, je trouve que c'est bien parce que cette édition-là de Criterion nous permet justement de voir un peu des autres films éducatifs qu'il a fait. Bon, c'est sûr que c'est très cheesy, là. C'est un film éducatif, là. Le but, c'est pas de penser non plus de faire des trucs artistiques ça, nécessairement. Le jeu est pas débile, les situations sont un peu exagérées. Mais c'est drôle, puis, c'est drôle. C'est sympathique. Puis ça a eu sa période là aussi, c'était beaucoup dans les années 50 jusqu'à 70-80 aussi, là, parce qu'on voyait qu'en Russie, le monde faisait ça, fait qu'ils ont décidé de le faire aux États-Unis aussi. Un peu du brainwash. Des fois, on envoie des parodies, là, le duck and cover, si jamais il y a un volcan qui éclate, il faut se pencher puis se couvrir en tout son bureau, ce qui fait aucun sens, là, mais c'est des choses un peu décalées parfois. Je viens de regarder un épisode de The Crown, justement, où il y a un volcan là, qui ensevelit une ville complètement. Ça s'appelle Aberfan, la ville. Puis c'était justement ça, le prof le disait à ses élèves mais tous les élèves sont morts. Ben oui, c'est sûr. Non, mais il n'y a rien qui te protège contre un volcan. L'événement dans la vie, je pense que c'était comme 144 personnes puis 116 enfants. Là. Fait que quand même. Ben c'est ça. Mais donc, c'est ça. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de pouvoir avoir un petit aperçu. Justement, il y en a juste 6, je crois. Mais il y en a fait 400. Mais d'avoir un petit aperçu, justement, des autres trucs sur lesquels Herc Harvey et John Clifford aussi ont travaillé. John Clifford, qui est son auteur, mais qui est aussi un romancier, en fait, à la base. Carnival of Souls, c'est son premier scénario, mais il avait déjà publié des romans, mais il s'était toujours dit, à un moment donné, je vais faire un scénario. Puis c'est ça, quand Herc Harvey il est arrivé avec l'idée, il a donné deux objets, deux trucs. Il a dit, je veux qu'il y ait le Saltaire dedans, puis je veux qu'il y ait la danse macabre à la fin. Le reste, je te donne carte blanche pour écrire qu'est-ce que tu veux. Puis ça a donné cette histoire-là, ce récit du purgatoire-là, qui commençait à être à la mode un peu à cette année-là, parce que en 1962, la même année, donc il y a un court-métrage, là je me souviens plus du titre exactement, mais qui était tiré d'une nouvelle de la fin du 19e siècle. Donc ce court-métrage-là avait gagné l'Oscar du meilleur court-métrage. Je sais pas trop c'était quoi exactement le nom de la catégorie, mais c'était à peu près ça. C'était l'histoire de quelqu'un qui était mort au final puis qui est dans son purgatoire, des trucs comme ça. Fait que ça commençait à être bien à la mode. C'était un peu comme la mode des années 2000 ou fin 90 t'as 2 personnages, mais finalement c'est la même personne, mais qui est trouble de personnalité multiple. Mais ça, il y en a, c'est ça. Il y en a beaucoup plus qui étaient morts tout le long. Fait que c'est ça, mais l'édition Criterion, moi je l'ai trouvé très très bien, mais juste pour finir pour mes impressions du film, c'est ça, le film est très très beau, le film est très simple, faut pas s'attendre à du grand writing, à des gros dialogues, mais tu sais, il est quand même inquiétant, là, le voisin, tu sais, au final il y a quand même une belle réflexion sur le féminisme à faire là-dedans, puis la place des femmes. Parlons-en, le voisin, je pense que c'est le moment. C'est toujours le moment d'en parler de toute façon, mais le voisin, justement, Lyndon, qui est pas capable
capable de comprendre là, qu'elle veut pas, là, tu sais. Puis c'était quand même triste parce que t'avais Mary, justement, qui, à un moment donné, est juste tannée de voir l'homme tout le temps, dans le fond, puis qu'elle cherche de la compagnie pour pas être toute seule parce qu'elle veut pas, tu sais, fait qu'elle accepte que son voisin vienne la chercher après son chiffre, elle accepte d'avoir une date avec lui, d'aller danser, puis tout ça, mais ça y tente pas, elle boit pas de bière, tu sais, ça y tente juste jamais d'être avec lui, tu sais, puis là, on vient à dire au bar comme mais hier j'avais pas le goût, mais aujourd'hui j'ai vraiment le goût d'être avec toi, puis là il est comme avec moi ou avec quelqu'un, juste quelqu'un en général, puis comme non, avec toi, mais tu le sais là que ça, c'est pas ça là qui se passe, puis c'est quand même troublant de voir ça, mais je suis contente qu'on voit ça dans des films parce que tu sais, surtout des films d'époque, mais il y a quand même une réalité à être une femme en général là, qui est reflétée beaucoup dans plein de petites affaires comme ça, puis dans ce film-là, tu sais, il arrête pas, jamais, tu sais, puis elle arrête pas de dire, puis tu sais, il l'épie pendant qu'elle est en train de se changer en robe de chambre, puis tout ça, puis il y a comme une espèce de musique, c'est de l'orgue au final, mais qui est un peu jazzy, tu sais, cochon style, puis saxophone. C'est fatigant pour vrai, puis tu sais, on se faisait la réflexion à trois, on était comme c'est parce que là, faudrait qu'il arrête, faudrait qu'il comprenne, parce qu'il lâche pas, puis il est vraiment super insistant, puis à la seconde où tu sais, il l'embrasse dans le cou, puis là il y a comme une espèce d'effet, il l'embrasse, puis quand elle regarde dans le miroir, c'est The Man qui est là, puis là elle se met à capoter évidemment parce que what the fuck, mais là elle est plus vraiment sûre, puis là lui dès qu'il voit ça, il se dit ben là moi j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans avec une fille folle, puis tout ça, puis là il commence à l'insulter, puis il part vraiment frustré, puis tout ça, puis mais c'est parce que c'est souvent ça, tu sais, dans la vie en général, tu sais, c'est souvent ça. Puis ça fait drôle de le voir dans un film d'époque comme ça, mais c'est quand même une trame narrative du film qui est vraiment malaisante puis qui est vraiment pas agréable à regarder pour vrai là, fait que puis c'est au final, tu sais, c'est l'histoire de Mary qui est un peu patronized, je sais pas c'est quoi en français. Ouais, ben c'est ça, elle se fait mansplain par tout le monde. Pas mansplain, mais ben, c'est parce que c'est comme les gens la prennent de haut, mais les hommes surtout en fait, parce que la Miss Feist qui est la seule autre femme du film dans le fond, qui est bien chill là, elle réagit pas trop, mais tous les gars de ce récit-là, tu sais, il y a un psy qu'elle va voir un moment donné, puis il dit il dit je suis pas psychiatre, je suis médecin, mais compte-moi tes problèmes pareil, puis tu sais mais tu peux pas t'isoler de la race humaine, puis tout ça, puis il va falloir que tu fasses des efforts. Ça, c'est le prêtre qui dit ça, mais qu'il y en ait un autre. Il y en a 4 au final, 4 hommes un peu là, qui viennent un peu, je sais pas là. Lurk, là. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, t'as le prêtre qui vient un peu, pas nécessairement questionner sa foi, mais tu sais, c'est lui aussi qui dit human race. Il y a un petit peu de la foi. Mais questionne sa foi, oui, parce que elle l'est pas religieuse. Tu sais, il dit quand on se fait engager, on va se faire un party d'introduction puis ça avec genre les donateurs de l'église ou je sais pas quoi, puis là c'est vraiment nécessaire, puis comme ben là c'est pas une absolute necessity, mais tu sais il est vraiment en piste de ça pour vrai, puis il y a l'espèce de scène où elle devient en transe en jouant de son orgue, puis c'est vraiment une belle scène là, pour vrai, il y a les mouvements de main qui sont débiles, puis qui commence à l'insulter puis à dire qu'elle a pas d'âme puis qu'elle devrait juste partir, elle a plus de job, tu sais, c'est comme tout est exagéré là, mais continue. Mais c'est ça, tu sais, t'as 4 hommes qui est un peu la suffoque là, t'as ce prêtre là qui est pas si pire, t'as le médecin aussi qui lui non plus est pas trop pire, mais c'est ça, le médecin qui donne des conseils puis qui en tout cas qui est pas psychiatre à la base, puis finalement t'as les deux pires, c'est-à-dire les deux pires en tout cas, le voisin puis The Man. Donc, c'est ce spectre-là aussi qui est une menace parce qu'au final, les 4 personnages masculins, c'est 4 menaces envers Mary. Puis, mais tu sais, il n'est pas tant menaçant parce qu'au final, il fait jamais rien pour l'attaquer ou n'importe quoi. Il est juste. Il veut juste là. Il l'attend. Ouais, comme il attend juste qu'elle tombe de l'autre bord puis qu'elle s'en vienne. C'est la personne, mais tu sais, il l'attaque un peu, entre guillemets, vers la fin du film, là, dans la scène, la meilleure scène, là, au final. Là, mais comme, à
part ça, il est jamais vraiment hostile, mais elle le perçoit comme étant hostile aussi. Là. Fait que c'est ça, t'as un beau récit, je pense, un beau récit féministe à faire là-dedans. Je ne sais pas s'il a été pensé comme ça. Je pense qu'il y avait quand même une certaine sensibilité. Là. Je pense pas qu'il y a des gens qui font des films éducatifs à longueur de journée ont nécessairement des préjugés ou des trucs. Fait que je pense qu'il était quand même très axé sur la pédagogie, sur comment est-ce qu'on peut bien construire nos personnages, je sais pas trop, mais comme c'est ça, je pense que pour ça, il est quand même relativement avant-gardiste pour l'époque. C'est une époque, là, les années 60, c'est un peu plus wild qu'on s'imagine, là, quoique c'est le début des années 60, mais comme la nudité au cinéma commençait à à apparaître un petit peu. D'ailleurs, pour vendre le film, il s'est demandé, il y a une scène où elle est dans le bain à un moment donné, puis il s'est demandé, le réalisateur, est-ce que je tourne des scènes d'elle qui est nue ou pas. Puis finalement, il a décidé de pas le faire parce qu'il en avait pas besoin, il trouvait. Puis quand il est venu le temps de vendre le film, la première chose que les producteurs lui demandaient, c'était est-ce qu'il te reste des scènes d'elle nue qu'on peut mettre dans le film à la place. Puis heureusement qu'il n'y en avait pas, mais c'est ça, les producteurs, c'est tout ce qu'ils recherchaient un peu justement le stéréotype du producteur, du Harvey Weinstein, de n'importe quoi, mais c'est un peu ça, mais pour eux autres, ils se disent mais c'est sûr que ça fait vendre, ce qui est peut-être pas faux, mais ce qui est assurément pas vrai non plus. Là. Il y a plein de films pas de nudité qui attirent les foules. Dans Marvel, il y en a pas de nudité. Là. C'est con. Ça attire pas pour les mêmes raisons non plus, mais il y en a pas de nudité dans ces films-là. Puis on vit bien avec ça. Là, c'est sûr que là, vu qu'on visait un marché de drive-in, peut-être que c'était un critère un peu plus important pour les producteurs à l'époque. Mais c'est ça. Ça montre que la mentalité était très arriérée, mais que le film ici la présente pas nécessairement. C'est un personnage féminin quand même assez fort, même si elle fuit beaucoup, mais c'est une femme indépendante qui prend son char, qui s'en va tout seul dans une autre ville sans dire bye à sa famille, qui est très indépendante. Puis au final, c'est ça, finalement elle est morte. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a quand même certains éléments intéressants à voir dans ce film-là, outre que c'est les beaux plans de caméra. La distribution, c'est ça, étant coup-ci, coup-ça, mais globalement assez bien. Il n'y a pas assez de défauts dans les personnages principaux pour que je remarque que c'est mal joué, mais elle est très très bonne. En fait, Candace Elegos, ça m'étonne qu'elle n'ait pas joué dans autre chose, mais c'était une élève de Lee Strasberg là, à New York, là, donc qui est comme une grosse, en tout cas un des meilleurs là, avec Stanislavski là, pour montrer le method acting, ces trucs-là. Fait que, honnêtement, pour un film, c'est vraiment un film de série B qui en est pas un. C'est vraiment ça. C'est un film avec un budget de série B, mais qui est très... pas nécessairement... il a bien vieilli. Il a bien vieilli, je pense, mais c'est sûr qu'il est décalé par certains moments. Techniquement, il est pas parfait non plus. C'est pas le film de l'année, c'est pas le scénario de l'année non plus. Très très simple comme scénario. Tu mentionnais qu'il y avait les scènes où elle passe comme dans une autre dimension où là personne la voit, personne l'entend. Il y en a deux scènes comme ça dans le film. La deuxième amène pas vraiment grand-chose de plus que la première, à part pour rajouter du temps peut-être. Mais dans la deuxième, c'est là où elle monte dans un bus puis qu'il y a tous les spectres dans le fond. Fait que ça aurait pu finir là, finalement. Puis la deuxième, c'est vrai qu'elle amène pas grand-chose de plus. Par contre, la seule chose qu'on entend dans cette scène-là, parce qu'on n'entend rien quand on est de l'autre bord, c'est la voix de The Man à l'intercom. Donc là, qui dit pour aller à telle ville, prenez tel bus, fait que ce qu'elle fait parce qu'elle veut partir de là. Puis finalement, quand elle rentre dans ce bus-là, t'as comme tous les fantômes qui l'attendent. Puis ça, fait que tu sais, je suis pas prête à dire que ça ajoute rien de plus parce qu'il y a ça qui est quand même super intéressant, mais on comprenait, par exemple, que tu sais, puis à la limite, ce qu'il aurait pu faire, tu sais, pour amener vraiment comme une évolution, c'est d'avoir quelques secondes au début puis en avoir plusieurs scènes comme ça puis les rallonger à chaque fois puis que ça finisse de même ou tu sais parce qu'on comprend dans le fond le concept après la première fois mais tu sais la deuxième a quand même son utilité. Je l'ai bien aimé parce que elle est plus longue, justement on voit plus de moments de la ville, tu sais ça a été tourné à la fois au Kansas puis à Salt Lake City, mais tu sais c'est ça, vu que c'est bien filmé, je trouve. Tu sais, je l'aurais regardé se promener pendant 15 minutes là, dans la ville. Même chose, j'aurais pris plein de plans de Saltaire, justement, ce pavillon-là. J'en aurais pris plus qu'il y en a au final. Peut-être le fait qu'il y en ait moins, c'est ça qui fait son charme aussi, parce que ça reste plus mémorable.
t'as plus le goût de re-regarder le film pour voir ces scènes-là, puis t'es attends, puis tout, là, mais effectivement, en tout cas, c'est ça, c'est pas le scénario de l'année, c'est très straightforward, il n'y a pas de ligne, pas d'histoire B, d'histoire C, c'est très linéaire, on voit un peu où ça s'en va, même si on le sait pas vraiment, fait que globalement, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je m'attendais peut-être à un film un peu plus marquant, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, je le réécouterais, ça s'écoute bien, là, 1h15. C'est un épisode de Netflix ou HBO à cette heure. Fait que non, j'ai vraiment bien aimé. Avant de donner peut-être nos notes, on peut parler des bonus parce que tu en as écouté plusieurs des bonus. Fait que c'est quand même bien, on peut les commenter. Donc, bon, évidemment, à part la restauration 4K qui est très très belle, là, vraiment un très beau transfert. On a vu des images des anciens. Tu sais, il y a des scènes rajoutées. Là, j'arrive dans quelques instants, mais il y a. Et il y a des scènes rajoutées qu'on voit dans la qualité de l'époque, puis ça fait dur, là, on voit même pas les yeux des gens. Il y a un gros travail de restauration qui a été fait là-dessus, puis je suis bien content. Très très beau comme film. Sinon, il y a des commentaires audio avec de certaines scènes, puis je dirais que c'est plus sur la première moitié du film que la deuxième moitié, donc avec Irk Harvey et le scénariste John Clifford. Quand même assez instructif, c'est sûr que ça répétait peut-être de l'information qui se trouvait dans d'autres bonus, mais globalement, j'ai quand même bien aimé ces commentaires audio-là, même s'ils sont pas tout au long du film. C'est là qu'on a appris justement pour le producteur puis les scènes de nude. C'est là que j'ai appris un peu leur idée ou leur philosophie un peu du film puis de sa legacy, là, de son leg. Justement, non, c'est quand même un très bon commentaire audio. Ça, tu l'as pas vu malheureusement. Il y a une interview avec le comédien et scénariste Dana Gould qui notamment écrit beaucoup pour les Simpsons, qui lui adore vraiment le film. Je sais pas si c'est lui qui l'avait. Non, je sais pas. En tout cas, il y en a un qui disait qu'il l'avait pogné à la télé parce que c'était un autre film qui devait jouer à la TV. Puis finalement, c'est ce film-là. Tu sais, il y avait les TV Guides là, dans le temps. Ces livres qui donnent un peu l'horaire de la télévision. Puis c'était un autre film qui devait être projeté. Puis lui, il s'attendait à voir ce film-là. Puis là, finalement, c'est Carnival of Souls qui a joué. Il l'a écouté. Il a été un peu impressionné. Puis là, le lendemain, à l'école, il en parle à ses amis. Puis il était comme, mais non, c'est pas ça qu'il a joué. C'est telle affaire. Puis en tout cas, il essayait de retrouver ce film-là. Puis il le trouvait pas nulle part, puis finalement ça peut contribuer un peu à son mysticisme, mais c'est ça, c'est beaucoup par la télévision que les gens l'ont connu, c'est par là que Dana Gould l'a connu aussi. On en apprend un peu, on apprend que David Lynch l'a cité comme étant une référence, une influence sur son œuvre, notamment Eraserhead, notamment Blue Velvet aussi, fait que Lost Highway. Ouais. Il y en a quelques-uns, on n'a pas vu ce dernier, mais effectivement, je pense que ça cadre bien dans ce que David Lynch ferait. Lynch en plus qui a fait deux personnes, c'en est une, là. Fait qu'on dira pas c'est quoi le film, mais c'est ça. Il a repris les deux concepts bien à la mode, puis il l'a fait en plus dans la période où c'était bien à la mode. Fait qu'en tout cas, mais là, tu donnes beaucoup d'indices. Qui mentionne aussi que c'est un Night of the Living Dead avant l'heure, ce qui est, on s'était passé la même remarque aussi. Il disait aussi, parce que lui c'était un grand fan des films de monstres, il disait qu'à l'époque les films c'était très la mode, les films de radiation. C'était un peu la crise des missiles cubains, ces trucs-là. Donc souvent c'était des films de monstres avec justement des fourmis géantes radioactives, des Godzilla, des films de monde. C'était ça un peu le cinéma d'horreur à l'époque, mais ça, Carnival of Souls, c'est pas ça là. Au final c'est des spectres, ça n'a pas rapport avec la radiation, c'est quelque chose de plus profond, de plus intime, c'est-à-dire cette espèce de purgatoire là, la vie, le penchant entre la vie et la mort. Donc c'est ça, ça sort un peu du lot à l'époque, même s'il y en avait d'autres là, qui étaient produits un peu de la même façon, mais le cinéma d'horreur à l'époque, c'était beaucoup justement ces films de monstres là. Il disait aussi que c'était un film un peu vacuum, là, un film qui est fait à l'extérieur des studios, qui est fait dans leur petite bulle au Kansas, puis que personne n'entend parler, puis au final, il n'y a pas tant une grande résonance, mais qui s'est quand même inscrit durablement. C'est ça, c'est une belle petite entrevue d'un quelqu'un qui apprécie vraiment le film. Il parle un petit peu, là, c'est ça, sur
l'histoire derrière le film. Fait que ça nous en apprend quand même pas si... Ben, quand même beaucoup. Je pense que ça dure 15 ou 20 minutes. Donc, un bon petit bonus ici. Il y a un essai vidéo avec par le critique de cinéma David Cairns qui analyse certains éléments du film. Il parle d'Ed Wood aussi et de son influence sur le cinéma de série B d'horreur. Il parle aussi, justement, de ce qui fait que le film s'est inscrit là, durablement, puis il revient toujours à cette cinématographie-là, de ces plans-là qui marquent un peu plus qu'un film de Godzilla, là, ou les moins bons films de Godzilla, disons, où c'est juste, on veut juste voir du monde se battre ou des bébites se battre, là, c'est pas la même sorte c'est pas la même sorte de film divertissement / film horreur que Carnival of Souls ici. Et puis il disait aussi, puis ça c'est une belle analyse je trouvais, là, il disait que c'était quand même une bonne chose que tous les acteurs soient pas des professionnels parce que ça donne un peu un look alien, alien dans le sens de étranger. C'est ça que je disais tantôt, que justement ça contribue à l'espèce d'étrangeté de toutes les situations parce qu'on se dit il y a quelque chose qui marche pas là-dedans puis on sait pas vraiment si c'est nécessairement voulu à cause de ce qu'elle est en train de vivre ou si c'est juste parce que les acteurs étaient pas bons, mais au final ça marche là, dans l'esprit du film. Fait non, c'est ça. Il mentionne aussi là, que habituellement, le cinéma de l'époque nous inciterait à aimer un personnage comme Lyndon, ce qui est pas le cas ici. On voit vraiment plus le point de vue de la femme plutôt que celui de l'homme. Puis c'est vrai, là, c'est James Bond, c'est à peu près, c'est un Lyndon un peu plus poli, mettons. Là, c'est... Avec plus de classe, là, avec plus d'argent. Mais au final, je trouve pas qu'il y a plus de classe. Là. Moi, quand il pogne quelqu'un par le bras, fait comme là, tu vas te déshabiller. Je veux pas, mais son look, là, son il est allure, bien habillé. Mais c'est ça. Au final. En tout cas, pas sûr. Harvey Weinstein aussi était bien habillé. Oui, donc, c'est ça. Il dit aussi que ça ressemble à une année à Marienbad que j'ai pas lu. L'année dernière à Marienbad. Ouais. En tout cas, on l'a en livre. Ouais, mais c'est ça, c'est un critérium aussi, là, mais c'est ça, il mentionne que ça ressemble un peu à ça, là, ça se passe dans un château, c'est un peu un huis clos, il y a cette espèce d'entre-deux là aussi, mais qui est pas vraiment de la mort, là, mais c'est une espèce de... En tout cas, toi, tu l'as lu, fait que tu le sais, mais moi, je l'ai pas. Ça fait quand même 12 ans. Là. C'est ça. Il mentionne, c'est ça, c'est un des premiers récits, She Was Dead All Along. On n'essaie jamais de nous dire non plus qu'elle n'est pas morte. On n'essaie pas de nous mettre sur des fausses pistes de non, vous pensez qu'elle est morte, mais c'est pas ça qui arrive, c'est telle affaire. Ah non, finalement c'est ça. On n'essaie jamais de ça, on dissimule ici et là quelques indices sans vraiment nous lancer les indices en plein visage. Fait que c'est un très bon essai, je crois. Je pense que tu l'as pas écouté au complet, là, mais donc c'est quand même... C'est quand même un très bon essai. J'aurais aimé ça de l'avoir pour toute la durée du film, mais c'est ça, c'était plus un essai vidéo qu'autre chose. Il y a le documentaire The Movie That Wouldn't Die, qui est, ça dure à peu près 30 minutes. C'est sur justement cette reunion-là qu'il y a eu en 1989. On voit les gens du cast, on voit le réalisateur, ils parlent un peu de leur film, ils parlent justement de cet événement spécial-là qui a réuni tout le monde, des conférences de presse et tout. Ça, tu l'as vu. C'était bien. C'est un beau bonus. Mais c'est ça. Ben, les bonus, au final, on peut amener, ceux que j'ai vus, on peut amener nécessairement tant d'autres affaires que ça, mais c'était une reunion. Là, c'est sympathique de regarder. Il y avait des Q&A, là, comme dans les Comic-Con. Il y avait, c'est ça. Fait qu'ils jasaient du film, du processus, de ce qu'ils en pensaient. Puis c'était... surtout de son legacy aussi, là, puis c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant de ce bonus-là. En fait, je pense que c'est peut-être le bonus le plus intéressant du film. Fait que allez écouter ça. C'est peut-être disponible sur YouTube, je sais pas. Sinon, il y a le The Carnival Tour aussi. Ça, c'est très très rapide, là, mais en fait, c'est un update sur les lieux qui ont été utilisés pour le tournage. Fait que c'est là qu'on voit la fameuse piscine qui a servi de Salt Lake City, qui est du Great Salt Lake, en fait. On voit un peu le Salt Air, mais qui est rendu minuscule aujourd'hui. En tout cas, c'est très très rapide comme bonus, mais c'est quand même assez intéressant. On a également... attendez un petit peu. Des extraits du film, justement les nombreux courts-métrages que Herc Harvey a réalisés, donc par la Centron Corporation.
Donc, il y en a 6 au final, je crois. Attendez un petit peu que je retrouve mon document. Bon, je ne sais pas où ils sont. C'est ici. Ouais, c'est ça, il y en a 6. Star 34, Rebound, Case History of a Sales Meeting, To Touch a Child, Centron Commercial et Signal, Redeem or Weep. Fait que le dernier, c'est ça, c'est un truc de santé-sécurité de Caterpillar que tu mentionnais. Le premier, c'est ça, c'est un vidéo promotionnel de l'État du Kansas. C'est quand même intéressant. Hein? C'est Herc Harvey joue dans la plupart de ceux-là aussi. Donc, ça va être une occasion de le voir sans son fameux maquillage. Rebound, c'est sur quelqu'un qui apprend à vivre avec le fait qu'il devient aveugle du jour au lendemain. C'est le plus long de la gang, je pense que ça dure 20 quelques minutes, mais c'est quand même intéressant. Ça révolutionne pas le genre, mais c'est bien correct. Ça m'a même appris que les aveugles, c'est pas tous les aveugles en fait qui peuvent lire le braille, parce qu'il faut une certaine sensibilité du bout des doigts, puis certains, mettons, j'imagine un travailleur de la construction qui a les doigts amochés, mais peut-être qu'il sera pas capable d'apprendre le braille parce qu'il n'y a pas de sensibilité sur le bout des doigts. Fait que je savais pas ça. Fait que ça m'a appris quelque chose. Case History of a Sales Meeting, mais c'est comment faire un pitch meeting. C'est à peu près ça. Puis ils prennent l'exemple avec Centron qui essaie de vendre un film éducatif à quelqu'un. Fait en tout cas, c'est quand même un peu méta. C'est méta, tout ça. To Touch a Child qui parle beaucoup de l'enfance puis de comment est-ce que le background familial peut influencer comment l'enfant est. Puis de l'importance de l'éducation aussi. Fait que c'est à peu près ça. C'était quand même intéressant. Comme j'ai déjà fait ma petite analyse un peu là, sur les films éducatifs un peu plus tôt, mais assez intéressant de suivre. C'est pas un bonus typique, disons, de Criterion, mais c'est intéressant. Deleted Scenes, ben il y en a quelques-unes, il y en a 3 en fait, il y en a plusieurs, mais il y en a 3 substantielles entre guillemets qui ont bien été préservées. Fait que il y en a une où c'est à l'usine d'orgue en fait là, où le propriétaire parle avec un de ses employés puis il trouve ça bizarre que Mary elle soit pas plus inquiète que ça du sort de ses 2 amis. Ça aurait été bien, on s'est posé la question nous aussi, mais finalement le mystère est resté total vu que cette scène-là n'était pas inclue. Il y en a une où elle court un peu plus longtemps, puis elle passe proche de se faire écraser par un char pendant que personne la voit. Puis il y en a une dans la scène, quand on va voir le docteur, en fait, là, elle a des prémonitions un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Elle dit « I don't belong in this world », une couple d'affaires de même. Fait que ça nous donnait tout un petit peu des indices, mais au final, ça a été coupé, non pas par le réalisateur, mais bien par le studio qui voulait rendre la durée un peu moins longue pour faire un double feature, justement. Le studio, je parle les distributeurs là. Donc voilà, il y a des outtakes aussi, ça c'est comme 30 minutes de scènes qui n'ont pas été prises parce que l'éclairage est pas bon, parce qu'il y a du monde et il est mal cadré, le focus est pas bon. Je sais pas pourquoi on a mis ça, peut-être parce qu'ils trouvaient pas grand chose autour du film, mais c'était quand même bien, mais ça amenait rien. C'est des bloopers, là, au final. C'est ça, c'est des extras qui regardent la caméra, qui rient alors qu'ils sont supposés de pas rire. C'est les zombies surtout, du monde qui font, en fait, qui la regardent, elle, quand ils sont pas supposés de la regarder, ou l'auto, justement, qui va bien trop lentement quand elle est supposée de foncer dedans. C'est ça. Fait que des affaires qu'on pouvait pas prendre, dans le fond, parce que ça gâchait peut-être ça montre l'esprit. Ça montre l'aspect très série B du film aussi, là. C'est pas des extras, là, c'est vraiment des gens qui marchent dans la rue, fait que faut espérer que personne la regarde ou une couple d'affaires de même, fait que c'est quand même intéressant, mais pas tant que ça non plus. History of the Saltair Resort in Salt Lake City, donc ça c'est un petit documentaire, mais la qualité du son puis de l'image est pas top non plus, mais ça a été fait je pense l'année d'avant ou l'année d'après du film, donc c'est ça parle du Saltair Resort puis de comment c'est né puis pourquoi c'est là puis pourquoi c'est désaffecté, fait que voilà. Puis il y a un essai justement de Keir Janis, je sais pas si je prononce ça bien, mais donc un essai quand même assez intéressant qui aborde justement ces thématiques-là du féminisme, qui aborde le rêve, la psychologie, la religion aussi. Puis pas... C'est un peu ça, là, dans le purgatoire, puis tout, là. C'est ça. Fait que un bon petit bonus. Donc voilà, c'est une très belle édition, je pense, de Criterion. Si vous êtes un amateur de films d'horreur, je pense que ça peut vraiment vous plaire. C'est pas dans les premiers films d'horreur, là. Il y en a depuis les années 10, les années 20, mais c'est dans les premiers plus travaillés ou plus psychologiques, disons, plus que juste faire des jumpscares ou de mettre des films de monstres. Fait que il y a vraiment un certain attrait à ce film-là. Un film très anodin, ça s'écoute super vite. Je l'ai écouté 3 fois puis je suis pas tanné.
C'est vraiment un très très bon film, mais qui va pas non plus révolutionner le genre, qui va pas... Mais tu sais, il y en a qui disaient que ça avait inspiré certains plans dans The Shining, tu sais, pour son influence que ça a eu sur Lynch, mais je trouve que ça a une certaine valeur, parce que Lynch a évidemment utilisé ces thèmes-là, ou peut-être certains plans, ou certaines constructions, puis les appliquer dans des films qui sont au final meilleurs que celui-là, mais... T'sais, c'est un beau premier essai, c'est vraiment pas une anomalie, mais c'est un petit miracle là, d'avoir réussi à faire ce film-là avec peu d'argent, que tout a bien fité, qu'ils ont réussi à avoir accès au lieu. Les astres se sont alignés pour que ce film-là puisse naître. Puis voilà, moi j'ai vraiment bien aimé mon expérience, même si c'est pas le film qui révolutionne le genre. Donc moi je serais tenté d'y mettre un 7 sur 10, ce qui est dans notre échelle très bon. Encore une fois, c'est ça, moi je suis pas un fan de films d'horreur, je suis encore moins fan de films de série B. Là, c'est les deux, mais ça s'écoute, c'est ça. Ça se prend plus comme un téléfilm à la Twilight Zone qu'un vrai film d'horreur à proprement dit. Vraiment, vraiment bien aimé. Bon, ben parfait. Écoute, de mon côté, c'est ça, c'était sympathique. C'est sûr, on en parle, on lit autour, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on avait compris, que, tu sais, il n'y a pas nécessairement d'autres niveaux qui sont plus difficiles à aller chercher. J'aurais aimé ça, par exemple. J'aime toujours ça quand il y a des analyses. Tu sais, je viens de ce milieu-là, de l'analyse filmique. Fait que bon, c'est un peu décevant à ce niveau-là, mais c'est un beau film, c'est bien fait. Je pense que ça réussit ce que ça veut faire aussi. Tu sais, c'est justement, ça se prend comme un Twilight Zone qu'on fait juste plonger dedans le temps d'1h15, tu sais, puis c'est quand même vachement sympathique. Par contre, je serais pas prête à lui donner un 7, je vais quand même lui donner un 6. Le film nous jette pas à terre, il y a pas de grandes surprises, il y a pas de gros éléments, puis tout ça. C'est pas un 6 qui est faible, tu sais, j'avais mis 6 à La Passion au dernier épisode. Qui m'a moins plu que celui-là, faut le dire, mais c'est un 6 plus haut dans l'échelle des 6, tout simplement. Fait que on va se garder ça de même pour l'instant. Bon, ben voilà, donc pour le prochain épisode, ben on va s'attaquer au film de Carol Reed, The Third Man, qui est un film de 1949. Il y a beaucoup de bonus. C'est un film aussi qui est très très rare dans la collection Criterion parce qu'il est devenu out of print très rapidement. On l'a à la maison, donc on est chanceux à ce point-là. C'est quoi, 3h48 de bonus? 5 heures, ouais. 5 heures, plus écouter le film 2-3 fois pour les commentaires audio pis ces trucs-là. Là. Fait que ça se pourrait que, ben, de toute façon, vous l'écoutez un peu en différé, mais ça risque de nous prendre un petit peu plus de temps à éplucher les bonus de cette édition-là. Mais c'est un film que j'ai vraiment aimé parce que je l'ai déjà vu peut-être 2 ans. Toi aussi, tu l'avais quand même bien aimé. Donc, on va replonger dedans avec plaisir pour vous pour ce prochain épisode de notre hors-série Criterion. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve pour un autre épisode.